les matins, elle prend son petit déjeuner en écoutant la cantate 21 de Bach. Elle a l'impression que ça calme cette sensation permanente que le sens de la vie lui échappe. Le calme, très peu pour elle. Dans son livre qui paraît ces jours-ci, intitulé « Écrit », elle affirme « Je préfère être un oreiller de braise ». Elle dit que le manque d'amour l'a infectée et que dans le ventre de sa mère, elle était déjà brisée. Angelica Lidl est ce soir notre invitée, mais elle n'est pas venue dans notre studio. Elle refuse désormais tout entretien. Je lui ai donc demandé l'autorisation de diffuser une leçon qu'elle a donnée à l'Université d'Avignon en 2016, ainsi que des extraits de son spectacle donné en ce moment même au Théâtre de la Colline à Paris, intitulé The Scarlet Letter. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec justement une chanson qu'on entend dans son dernier spectacle, I Put a Spell on You. I'm gonna reach into your chest and fumble with all your emotion. Snatch your eyeballs loose and stick them underneath the Atlantic Ocean. And it would be too late for even your good common sense to start working against me. Spell on you because you're mine. Hey, please. You stop the things you do. What's up? I learned. Oh, I can't stand no putting me down. I can't stand no running around. I put a spell on you. Hey, please. Tell me. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Sense of the word. Never ending, never died, and never cease satisfying me, baby. In your heart, you know I'm right. Morning, noon, day, and night now. In the morning, I'm gonna wake you up with a bang inside your head. I'm gonna put another spell on you after this one, and you'll wish you was dead. I'm gonna hold you, baby, each and every night, every night, every night. I'm gonna have you. I'm gonna have you. Don't do it. I'm gonna put your mind in neutral. I'm gonna have you walking sideways. Your eyeballs are gonna back up beside your ears. And you're gonna look at the Angelica Lidl, le théâtre pour vous, c'est la vraie vie? Parfois, je me demande s'il n'aurait pas été préférable de vivre comme ça simplement. Et puis parfois, il y a un dilemme qui se produit entre la vie et le théâtre. Et l'un retire tout sens à l'autre, en quelque sorte. Et puis parfois aussi, je me demande s'il n'aurait pas été préférable d'avoir vécu la vraie vie plutôt que la vie du théâtre. Et c'est quelque chose qui a beaucoup angoissé Mishima toute sa vie, pas par rapport au théâtre, mais par rapport à l'écriture et par rapport à l'art. Et en ce sens, je m'identifie vraiment beaucoup à Mishima, qui a toujours été angoissé toute sa vie par ce dilemme entre la parole et l'action. Qu'est-ce qu'on fait? La plume ou l'épée? Qu'est-ce que tu fais? Tu écris? Tu te suicides ou pas? Et finalement, bien, Mishima a résolu ce dilemme à sa manière, et la seule manière pour lui de résoudre cette angoisse a été de créer une armée et puis d'en finir avec sa propre vie à lui. Et il a à ce moment-là transféré la parole qui s'est convertie en action concrète. Et ça,
Sans aucun doute, ça me renvoie à mes propres angoisses à moi, cette angoisse de la double vie que l'on mène entre le théâtre d'un côté et la vraie vie de l'autre, la parole, l'action. C'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, toujours. Qui êtes-vous sur le plateau, Angelica, quand vous arrivez au début de la trilogie et que vous vous mettez face à nous pour soulever votre robe laméor? Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes une comédienne qui exécutez un scénario que vous avez vous-même écrit, ou est-ce qu'il s'agit d'un pan réel de votre personnalité? Bien évidemment, c'est la deuxième assertion qui est la bonne. C'est-à-dire que je pars toujours de la réalité. Mon point de départ, c'est l'intimité avec mes instincts. C'est toujours ça, le point de départ. Et je ne peux pas ne pas prendre en compte le réel dans la construction du poème. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est compatible, c'est-à-dire que moi je travaille sans distance. Ça veut dire quoi, travailler sans distance? Cela veut dire que je travaille comme écrit par exemple Emily Dickinson. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre... Comment dire? Enfin, il n'y a pas de distance, plus exactement, entre ce que je souhaite dire et la réalité. Après, c'est tout à fait compatible avec une construction esthétique, cet impératif. Construction esthétique qui est organisée, disciplinée et très cadrée. Et dans cette dualité se produit la production scénique. C'est-à-dire que je descends dans des lieux profonds de la conscience et par la suite je les convertis en actes poétiques. Parce qu'au final, il n'y a que le « je » qui existe. Je me souviens, un critique disait « Ah, le je, ça suffit ». Mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien d'autre que le « je ». Mais dans le même temps, enfin, moi je suis faite quand même de la même matière et du même bois que les autres. Au final, nous ne sommes pas très différents les uns des autres. Et dans cette époque de collectivisation, de culture de masse, de cette masse indifférenciée que nous vivons, c'est bien le « je » qui est important et plus important que le reste. Il n'y a que ce « je » qui va apporter un peu de lumière. No me gusta este mundo donde las mujeres han dejado de amar a los hombres. No. No me gusta este mundo donde las mujeres odian a los hombres. No me gusta. No me gusta ser una mujer entre mujeres. No me gusta. Los rosales se han congelado. Los bosques misteriosos donde Hester guardaba los secretos de Arthur y pensaba en Arthur y observaba en silencio por amor a Arthur. Esos bosques devotos se han convertido en zonas miserables y mezquinas. Ninguna mujer ama ya lo suficiente. Ninguna mujer tiene ya el inmenso valor, el inmenso coraje, la divina audacia de reconocer que viviría de rodillas para ungir con perfume los pies del hombre al que ama. Aquí me tienes, de rodillas, a tus pies. Ven a mí, protégeme. Y por el mero hecho de haber nacido hombre, yo te amo.
Vous avez cité Mishima. Est-ce qu'Artaud aussi fait partie de vos influences? No tanto. No Pas tanto. tellement. Artaud le he ido conociendo a fuerza de que me iban J'ai fini par le comparando. connaître puisqu'on me comparait tellement à lui, Pero, à Artaud. bueno, es verdad que es Mais una persona a la que c'est estudiamos vrai en la escuela d'arte dramático, on l'étudie dans les écoles d'art Pero dramatique. Donc siempre j'avais me he étudié Artaud quand influido j'étais más plus jeune. Mais je dois todo dire que aquello j'ai que surtout no été tiene que ver con el teatro. influencée par des choses qui n'ont rien à voir avec le Mi théâtre. mayor influencia Ma estética principale es influence la esthétique, pintura, ¿no? c'est la peinture. Y es verdad que Artaud le he ido conociendo Bon, c'est vrai y he que ido acercándome a él j'ai a appris medida à le connaître et à decían, m'approcher de lui, Eres- d'Artaud donc, eh, au fil du temps, eres como Artaud, eres, puisque les gens me disaient « Ah, mais cuando tu te fais vemos, beaucoup penser à esto Artaud debía quand ser on te Artaud, voit, esto- ça aurait dû être du Sobre todo Artaud. empezaron a compararme aquí en Francia, también. Surtout en France, on a commencé à me Después de que comparer yo à Artaud llevaba en ici España en mucho France, tiempo trabajando, pero alors en que ça faisait España déjà Artaud está en el cuarto de longtemps las escobas, que o je sea, travaillais Artaud es como el ecosistema, en o sea, Espagne, mais vraiment tout ça c'était Artaud était passé No au se le placard compara, en Y Espagne, pues me empecé a pas, acercar y, pas considéré particulièrement. y sobre todo a través Et donc de, oui, de sus cartas, je l'ai de- étudié. lo que más me Et surtout, emocionó c'est de ses Artaud lettres, en fueron fait. Ce qui me las touche cartas le de plus, amor ce que sont escribía a Génica Atanasio. les lettres qu'il a écrites à Y eso es lo que al Génica final Atanasio. más me ha conmovido de Et él. c'est ce qui m'a le Como plus de- bouleversé au final. Podía comprender lo que él pretendía en el escenario a través Je, de je esas cartas de comprenais amor. en fait ce qu'il avait à l'esprit à travers La ses verdad es lettres. una persona que Et en me fait, conmueve muchísimo. c'est quelqu'un qui me touche Pero no énormément. siento verdaderamente la influencia. Y Mais je ne peux pas dire qu'il m'influence. cuando trabajo, Pour autant, trabajo pas vraiment. con otras- Lorsque je con otras travaille, influencias que- j'ai d'autres influences. Uno no que puede lui. querer ser Artaud, es decir, quiero ser Artaud, no, es On ne peut pas imposible. dire, voilà, se revendiquer Artaud, moi je veux être Artaud. Ce n'est pas possible. Artaud, No es un deseo de ser. Artaud, c'est Artaud. Artaud, ça ne peut pas être un désir d'être quelque chose. Ça n'est même pas une influence. C'est impossible.
La philosophie tient une place prépondérante à l'intérieur de votre travail, Angelica. Encore dans le dernier, la trilogie, il y a des citations de Cioran au début. Est-ce que vous êtes une grande lectrice de philosophie et est-ce que la pensée philosophique construit l'élaboration de vos scénarios? Moi, j'aime beaucoup, ça m'amuse beaucoup de lire de la philosophie parce que je ne le fais pas, si vous voulez, dans un esprit universitaire, par exemple. Je lis ces philosophes comme des êtres immoraux et nécessaires. Et c'est peut-être ce que je lis le plus, en fait, les philosophes. Ça inspire la pensée. Et ils me servent aussi, les philosophes, pour structurer tout ce qui est chaotique dans ma façon d'appréhender le monde. Et les philosophes m'aident à organiser tout ce qui, à l'intérieur de moi, relève du chaos, voire de la démence. Et en fait, je les lis un petit peu comme des poètes. Après tout, Cioran et Nietzsche sont peut-être plus des poètes que des philosophes. Il y a vraiment une jouissance esthétique, il y a une beauté formelle dans ce qu'ils écrivent qui est sublime. Mais c'est vrai que les philosophes sont importants pour moi parce qu'ils m'aident à organiser cette partie de démence qu'il y a à l'intérieur de moi, dans mon rapport au monde. On vous a découvert à Avignon avec la Casa de la Fuerza, et dans cette Casa de la Fuerza, il y avait toute une partie que vous aviez consacrée à ces assassinats de femmes dans cette ville à la frontière mexicaine. Et il se trouve que par les hasards de la programmation du Festival d'Avignon, il y a un jeune metteur en scène, Julien Gosselin, qui monte l'œuvre de 1666 de Roberto Bolaño, et qu'il est aussi question de cette histoire-là. Est-ce que la réalité du monde vous importe-t-elle et est-ce que vous la convoquez sur le plateau du théâtre? La réalité collective, parce qu'on reviendra sur la réalité individuelle, la réalité collective. Oui, je me nourris d'événements réels qui sont importants pour la société, voire décisifs. Par exemple, l'œuvre dont vous parlez, la Casa de la Fuerza, les femmes qui ont été donc assassinées à Ciudad Juárez, au Mexique, et puis aussi le massacre de Paris également, la tragédie des attentats de Paris. C'est-à-dire que je préfère ne pas inventer. L'invention en tant que telle ne m'intéresse pas du tout. C'est quelque chose qui m'ennuie profondément. Donc moi, j'ai besoin de partir d'événements réels, je m'en nourris, des événements qui me touchent et qui me mettent dans un état d'angoisse, qui me perturbe. Et à partir de ce matériel, moi, je travaille sur scène, évidemment. Mais si vous voulez, je traduis ou je transfère ces événements dans un lieu mythique qui nous met en contact avec d'autres zones, d'autres sphères. C'est-à-dire que je n'ai pas pour autant envie de faire du théâtre social, ce n'est pas mon intention, ça ne m'intéresse pas. La dénonciation ne m'intéresse pas. Je crois que la Casa de la Fuerza était le dernier spectacle où il y avait probablement un message de dénonciation, mais ensuite je me suis éloignée de cela. Et par la suite, j'ai vraiment voulu faire non pas du théâtre social, mais plutôt du théâtre mythique, je dirais. Et à travers la réalité, je veux montrer, faire passer un type de violence qui nous renvoie à notre relation avec les sensations et les sentiments. Donc on va au-delà d'un jugement moral. Je ne suis pas moraliste.
Alo, salut, sunt eu, un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Te sun să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Maya, 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 vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Ya solo les queda la mocosa indemnización de alguna ventaja material, sin mostrar más sentimientos que los que tienen que ver con ellas mismas, siempre mujeres antes que seres humanos, por sentirse ellas ajenas a las taras de los seres humanos y a las debilidades de los seres humanos y a las contradicciones de los seres humanos, y por tanto inhumanas, sin alma. Y así escuchar del labio arrugado de sus iguales inhumanas lo buenas y extraordinarias que son cuando ya no les queda nada de extraordinario si es que alguna vez lo tuvieron. Y ni a una rata inmunda se le ocurriría pensar que esas bobas, amorfas, que parlotean sin pausa y que se autoayudan sin pausa y que se autoengañan sin pausa y que se enaltecen a sí mismas sin pausa, propagandistas sin pausa, sin más criterio que apreciar virtudes y valía por obligación y por ley, incluso allí donde no las hay. Ni una rata inmunda podría llegar a pensar que esas engreídas impertinentes pertenecen al mundo de lo milífico, lo fascinante y lo prodigioso, porque solo las púberes, hermosas, jugosas y follables por naturaleza, que despiertan el deseo enloquecido de libertar un hombre con el fulgor angelical de un cuerpo celeste. Solamente estas nínfulas perversas
pertenecen al mundo de lo mirífico, lo fascinante y lo prodigioso, porque es preciso ser muy joven, muy puta y muy bella para despertar el deseo enloquecido de libertad de un hombre y condenar. Y todo este conjunto de vileza femenina que la piel exuda una vez cumplidos los años suficientes, desfigurando el rostro de las mujeres hasta desenterrar la mueca del asco que siempre tuvieron oculta en sus miserables corazones. Toda esta piel comparable al veneno de los reptiles más vomitivos, toda esta obsesión por las amenazas y las demandas, murmuradoras, tramposas, manipuladoras y fariseas, toda esta pequeñez transformada en prepotencia y vituperio, toda esta insignificancia irremediable, toda esta suspicacia sarnosa capaz de purgar a un cerdo, más suspicaces cuanto más orgullosas y más soberbias, más orgullosas y más soberbias cuanto más absurdas, más frustradas y más ineptas. Todo este tonel de egoísmo enfermo y de pútrido engaño femenino es la fealdad. Au début, Angelica, vous travaillez sur des textes du répertoire, notamment Shakespeare, on se souvient de votre Shakespeare ici, et puis sur des écritures contemporaines, et puis petit à petit, vous avez abandonné tout ça pour écrire et être totalement peut-être maîtresse de tout, l'écriture, le jeu, la scénographie. Pourquoi avez-vous abandonné l'idée du répertoire? Pues tampoco me he parado a pensarlo. En fait, je n'y ai même pas réfléchi. Tal vez a medida que uno va... Je me dis que peut-être, à mesure en tout cas moi, à mesure que j'ai commencé à me poser des questions sur ce que ce doit être le théâtre, ce que ce doit être l'écriture. J'ai donc un certain nombre de questions que je me suis posées et j'y ai trouvé des réponses à ces questions-là en m'éloignant de cette espèce de pochette surprise du top 10 théâtral, bon, Hamlet, mais enfin ça peut être d'autres grands classiques du théâtre, ou Médée, pourquoi pas. Et peut-être, je dirais, que ce que je voulais, c'était être Médée moi-même, pourquoi pas, sans avoir besoin forcément d'autre chose, parce qu'à la fin, ce sont nos référents, les référents de chacun qui sont totalement intégrés dans, en l'occurrence, mon univers intellectuel, affectif, ce qui fait qu'on peut devenir Médée sans être obligé nécessairement de faire une Médée au théâtre. Et puis c'est vrai aussi que petit à petit, j'ai compris de plus en plus clairement que l'écriture, c'est un lieu de libération pour moi. Un lieu où je me libère des conflits intérieurs qui se transforme en rite. Et j'ai eu donc cette relation de libération de mes conflits intérieurs de plus en plus avec l'écriture, une sorte de rituel en guise d'exorcisme. Et donc plus je me suis rendu compte que ceci se passait en moi, plus je me suis éloignée de la représentation pour m'approcher peut-être quelque chose de l'exposition. Je crois savoir que vous travaillez tout le temps, que vous tenez des carnets. Comment choisissez-vous ce qui vous arrive et ce que vous allez retenir pour votre théâtre? Et qu'est-ce qui fait penser, parce qu'on vit tous des choses, vous vivez des choses, mais comment retenez-vous ce qui va devenir théâtre dans ce que vous percevez? Pues
hay acontecimientos En en fait, mi il y a vida, des como en la vida événements de dans ma vie, experiencias, como des la de expériences, cualquiera, que me comme tout dejan le en un monde, estado de des expériences donc qui me laissent dans un état de faiblesse incroyable et de grande vulnérabilité également, qui me laissent aussi dans un état de dépression. Entre otras cosas, yo soy una Parce persona que con... ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je sais que parfois il y en a qui sont venus voir au théâtre si j'étais folle. Hein. Enfin bref, pour dire qu'effectivement, il se trouve que moi, j'ai un problème de dépression hein, depuis très très longtemps, et tout chez moi renvoie à une lutte contre le désir de mourir qui vient de très très loin chez moi. Donc tout ce qui me jette dans ce puits inévitable, une sorte de puits clinique hein, dans lequel malheureusement je me trouve précipitée, c'est une sorte de tare personnelle, la dépression. Je dois lutter contre la dépression tous les jours. Alors tout ce qui va me jeter dans ce puits de la dépression finit tôt ou tard par se transformer en théâtre. Et ce n'est pas quelque chose de prémédité. Je me dis pas, voilà, ça va se transformer en théâtre. Pas du tout. Il y a quelque chose qui m'a jeté dans un puits et il faut que je sorte de ce puits d'une manière ou d'une autre. Et dans cette lutte, dans cette bataille, dans cette guerre, hein, puisque vraiment je suis en guerre depuis le moment où je me réveille le matin, je suis en guerre contre la tristesse. Et c'est donc, je disais, dans cette bataille intérieure que va surgir le théâtre, hein, qui fait partie d'un processus qui est absolument inévitable pour moi. Je n'ai pas de prise, ce n'est pas moi qui décide. Il y a quelque chose qui va m'amener au fond du trou. Et à ce moment-là, il faut que je bataille. Une fois que je suis tout au fond, c'est ça la guerre. Voilà pourquoi je livre des batailles et que vous envoyez d'ailleurs sur scène. Ce que vous voyez, c'est pas une femme hystérique sur scène, c'est une guerre. Une guerre qui se joue contre la mort. C'est une authentique guerre contre la mort. Et c'est là que naît le théâtre. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Oh mondo, il mondo
rinunciare a sprofondare tutto nelle tenebre. Uriniamo con disperazione perseguitati da questa accusa senza fine. Bisogna smentire le speranze, non intralciare la sofferenza. Me diste una armadura hecha con carne de rosas para enfrentarme a un crimen en suspenso, sin entraña sexual, desexuada, congelada por tu castración glacial. La ascensión amorosa se cumplió a latigazos. Della mia stessa carne mi alimento, vagando per poderi devastati. Magari potessi disfare tanti segnali. Pur senza mani ti estenderò nel cielo. Soy una Eva de vuelta a tu cuerpo, traslúcido mío me verán. Asomará mi inicial en tu pecho de hombre sin boca, resto cifras sin número. Le maledizioni che ho lanciato contro me stesso come sibili di rasoi nell'orio, un livido inammissibile su metà del corpo e il piede converso che cade tagliato. Miel del cielo, ¿qué habitación tengo bajo la lengua? Cerrada los otros, abierta a ti. Un rossore attorno all'ombelico, i tuoi occhi scuri come due tombe, la notte senza limite del giorno. Mientras estoy en el fuego vivo, no puedo volar más que en la hoguera. Al acercarme a los demás me separo y lejos del fuego muero. Sei con me al posto della mia bocca, ferito il fiume non posso più bere, attraverso la sete, tutti ti ascoltano. Te buscaría mientras pudieras ser hallado si no me acostara sepultada en dolor. Arrancada al hueco de una cantera, me levanto vestida con camisones de piedra. Niente sotto il roseto, niente sotto i licheni, smettiamola di cercare. È vero che sono il cuore di un muro. Verás a perras nocturnas de ojos blancos aullando un alfabeto de fuego. ¿A dónde quieres volver, amor mío? Si tanto temes la soledad de los otros. Ti trasformi in colonna segreta. Non si potrà raccontare una storia né scrivere una cronaca. Chi troverebbe le parole per descrivere colei che vomitò un capitello di sangue? Ce que vous nous donnez à voir, Angelica, est très élaboré, très construit. Vous avez généralement un principe de fonctionnement assez identique selon vos spectacles depuis maintenant plusieurs années. Il y a votre voix, votre rapport au monde, et puis il y a la convocation de textes qu'on peut lire, et puis il y a aussi l'invitation d'une culture étrangère sur le plateau. Comment s'élabore et comment se suturent ces trois éléments différents? Pues al final no es tan... Bien. Bueno, soy En muy réalité, disciplinada enfin bon, trabajando, je suis muy quelqu'un de très disciplinada, muy discipliné exigente, dans le travail. Je suis très exigeante aussi. Buscando... Et Estoy muy obsesionada con la je perfección y con suis buscar la assez belleza, ¿no? Para mí la obsédée búsqueda de la belleza formal dans es ma algo recherche que de la me perfection, dans la recherche du porque beau nunca sé si également. llego a conseguirlo, ¿no? La beauté, c'est très Y en important esa pour moi. búsqueda de la belleza Et es dans donde cette todo recherche empieza de la a beauté, articularse, eh bien, ¿no? c'est là que les choses vont s'articuler, s'organiser. Généralement, je travaille avec des gens qui arrivent en m'apportant des choses. Ils arrivent avec des choses que je n'ai pas besoin de leur demander. Ces gens arrivent avec des choses extraordinaires. Et ces choses, je vais ensuite les articuler, les organiser dans le cadre d'une dramaturgie. Et dans le cas, par exemple, de l'œuvre dont nous parlons, j'ai rencontré un danseur merveilleux au Japon. J'avais à l'esprit l'histoire du cannibale. Donc, je suis allée au Japon. Je travaille avec ce danseur et un certain nombre de gens. Et je me suis dit, voilà, ça sont des gens qui pourraient peut-être effectivement jouer ce rôle du cannibale. Et donc, je travaille avec des gens qui me donnent parfois des choses extraordinaire, et cette chose extraordinaire, individuelle de chacun de ces personnes, je vais m'en servir ensuite pour faire dramaturgie. Et ce sont des œuvres, par exemple, où là, en l'occurrence, j'avais besoin de 8 femmes jeunes, blonde, et c'est ce qu'il me fallait comme type de personnage, puisque c'était le fantasme, en l'occurrence, du cannibale, une jeune femme blonde. Donc, j'ai commencé à chercher,
J'ai cherché tout ce qui pouvait m'aider à raconter cette histoire, après quoi apparaît un véritable chaos au moment des répétitions, des essais, mais à chaque fois, les choses sont très préparées, j'organise vraiment tout est cadré et je suis dans un processus de recherche de la beauté formelle. Et c'est dans ce processus de recherche que va ensuite s'articuler toute la partie formelle. Je leur explique quasiment rien. Je leur dis pas, voilà, le théâtre pour moi, c'est telle ou telle chose. Ça, c'est quelque chose que je ne fais jamais avec les acteurs, des sujets que je n'aborde jamais avec eux. D'ailleurs, de toute façon, quand je fais du théâtre, bien souvent, ils ne me connaissent pas. Par exemple, les jeunes filles dont je vous parlais, jeunes filles blondes, elles ne savaient même pas qui j'étais. Et puis parfois, je travaille avec des gens qui ne sont pas professionnels. Mais il n'empêche que, à la fin, il y a quelque chose qui se produit, c'est assez étrange, une sorte de compréhension de ce qui doit se passer sur scène. Et je vois que ces gens travaillent avec une foi, une confiance et une précision qui sont littéralement bluffantes. C'est vraiment un travail pur, parfait, sans que j'ai besoin de leur expliquer quoi que ce soit. Pourquoi êtes-vous fasciné par le mal? Est-ce que vous cherchez à le comprendre, ce mal que nous avons à l'intérieur de nous? C'est que le bien, ce n'est pas intéressant du tout. Le bien, ça n'a aucun intérêt, c'est ennuyeux. Le bien, il renvoie à la vie civile. Il faut bien se comporter, n'est-ce pas, dans la vie civile, en société. Mais en tant que poète, bien sûr, on est fasciné par le mal. C'est tout ce qu'on peut faire, puisque c'est le mal qui nous met en contact avec notre véritable nature. C'est le mal qui nous met en contact avec notre nature véritable. Et c'est lui qui nous permet d'entrer dans un état de crise avec l'être humain. L'être humain primitif, je veux dire irrationnel. Et à travers le mal, puis en plus, n'oublions pas quand même la fascination pour le mal, elle est très ancienne. Le culte du mal, c'est aussi quelque chose qui ne date pas d'hier. Le mal comme élément de libération aussi, ça aussi, c'est très ancien. Mais en tout cas, c'est bien le mal qui nous met en contact avec notre être primitif et irrationnel. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, évidemment. C'est ce qui m'intéresse le plus. Détruire dans le scénario ce rationalisme qui ne va pas pouvoir nous renvoyer à notre essence, à notre véritable nature. Cherchez-vous à nous émouvoir ou à nous provoquer? À vous émouvoir, mais moi la provocation, non, ça m'intéresse absolument pas, ça m'intéresse pas du tout le scandale. Alors la provocation, ça c'est un concept assez vaste. Ce que je veux, c'est que les gens éprouvent quelque chose. Donc, bien sûr, de ce point de vue-là, il y a provocation. Il s'agit de susciter des émotions, des sentiments, des sensations. D'ailleurs, je veux dire, moi, j'aimerais aller au-delà du sentiment. Je voudrais vraiment approcher la sensation. Je voudrais aller au-delà du sentiment, quelque chose qu'on ne sache pas expliquer, où je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui est en train de se passer en moi? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Lorsqu'on est face à une œuvre, moi, lorsque je suis spectatrice, il m'arrive des choses. Parfois, par exemple, je vais me sentir angoissée ou je vais avoir une sensation de plaisir que je suis incapable d'expliquer. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais saisir. Et si c'est ça, la provocation, tant mieux. Non, par contre, le scandale, pas du tout. Cet aspect-là ne m'intéresse absolument pas. Et ça fait vraiment pas partie de ce que je veux faire, de mes objectifs. C'est quelque chose que je déteste. Mais ce qui se passe, c'est que, à travers la pensée, à travers certaines actions, on mesure en fait l'état d'une société.
Et on obtient de ce fait, un sentiment et une sorte de choc esthétique aussi. Et enfin, c'est un petit peu comme une piste d'athlétisme. On va proposer quelque chose où la vitesse est possible pour se rendre à un certain lieu. C'est un peu ce que nous faisons. Et puis pour créer l'émotion dans le public, évidemment, qu'il ressente quelque chose. Quand même, il y a des jours où on se couche sans avoir rien ressenti. C'est abominable. C'est terrible ces journées-là où rien ne s'est passé, où on n'a rien ressenti. Moi, je veux vraiment faire vivre les émotions. Eh bien, nous vous aimons, Angelica, et il est temps maintenant d'aller déjeuner et d'aller prendre une petite salade de poulpe à l'huile d'olive. Toutes mes pensées naissent dans les nuits d'ivresse. Encore dans ce petit rad, l'heure est avancée, mais où est-ce que t'iras? Encore dans ce petit rad, mais où est-ce que t'iras? L'heure est avancée. Ça y est, voilà, je suis raide. Ça y est, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà. Encore dans ce petit rad, l'heure est avancée, mais où est-ce que t'iras? Encore dans ce petit rad, l'heure est avancée, mais où est-ce que t'iras? Et ma hargne se dilue dans un océan de quiétude et de liquide. Toi que je vois dans la glace, dis-moi qui es-tu? Dis-lui. Ça y est, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà, je suis raide. Ça y est, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà, je suis raide. Ça y est, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà, barre-toi. Et votre mon boudeux, ce fut comme un baiser sur mes lèvres frileuses et mon cœur empesé. Cette nuit, oh cette nuit-là, où vous m'avez eu. Le rouge à ma honte, si est beaucoup mieux à mon verre de vin qu'au drapeau français. Tous les amirals, ça des généraux. Moi, ne faut pas cadencer. Entre mes doigts ruisselle une idée de vengeance. Ça te caresse démangeant mes paumes, je serre les poings. Et ma hargne se dilue dans un océan de quiétude et de liquide. Toi que je vois dans cet alcool d'agave, dis-moi qui es-tu? Dis-lui. Ça y est voilà, ça y est voilà, ça y est voilà, je suis raide. Ça y est voilà, ça y est voilà, ça y est voilà, je suis raide. Et ma hargne se dilue dans un océan de quiétude. Et ma hargne se dilue dans ce liquide. Toi que je vois, dis-moi qui es-tu? Rien de grave, doc. Ce n'est que moi et mes turpitudes. Ça y est voilà, ça y est voilà. Ce fut comme un baiser sur mes lèvres frileuses et mon cœur empesé. Et votre mot boudeux, ce fut comme un baiser sur mes lèvres frileuses et mon cœur empesé. Cette nuit où vous m'avez eu. Cette nuit-là où vous m'avez eu. C'était Feu Chatterton avec L'ivresse. Merci à Angelica Lidl. Je rappelle que son spectacle The Scarlet Letter se tient jusqu'au 26 janvier sur la scène du Théâtre de la Colline à Paris et que ses écrits
sous-titré Écrit, viennent juste de paraître aux éditions Solitaire Intempestif. Merci à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Antoine Joubert pour la préparation de cette émission, à Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux, à la technique ce soir, c'était Ludovic Asselot, et évidemment merci à Lilian Allôme pour la réalisation de cette émission. Et après le prochain journal de la rédaction, comme chaque vendredi soir, nous avons rendez-vous avec Didier Varro pour ça, mais pour notre foule sentimentale.